le matin de Noël à Cedar Falls a toujours semblé plus joli de loin que de l'intérieur. Depuis la route, la petite maison en briques de mes parents se trouvait au bout d'une impasse tranquille, et une fine couche de neige venait adoucir les gouttières affaissées et les marches fissurées du perron. Le ciel était de ce gris pâle d'hiver qui rend tout plat et immobile. J'ai garé ma voiture dans l'allée familière et j'ai laissé le moteur tourner un instant, regardant ma buée embuer l'intérieur du pare-brise, tandis qu'un nœud se serrait dans ma poitrine. J'étais parti de Columbus avant le lever du soleil, 3 heures d'autoroute vidée de mauvais café. La banquette arrière était chargée de sacs à dos, d'un panier de viennoiseries d'une boulangerie chic, et des ingrédients pour un petit déjeuner de Noël complet que j'avais planifié dans les moindres détails. Je m'appelle Anna. J'ai 32 ans, et je suis directrice de l'innovation produit dans une entreprise de technologie financière appelée Horizon Pay. Sur le papier, cela semble impressionnant. Dans la vraie vie, cela signifie passer 14 à 16 heures par jour devant des écrans et en réunion, y compris la plupart des week-ends, toujours à courir après des délais et des lancements impossibles. L'argent est très bon, près de 500 000 $ par an si l'on ajoute les primes et les actions. Mais le prix à payer, c'est que je vis de plats à emporter et de caféine, et j'ai l'impression que mes épaules sont en pierre. Pendant des années, je me suis dit que tout ce labeur en valait la peine, car je faisais quelque chose de noble avec une grande partie de ce revenu. Je prenais soin de ma famille. Alors que j'étais assise là ce matin, avec le moteur qui ronronnait, je sentais les deux parties de ma vie peser sur moi en même temps, le monde policé et sous haute pression d'Horizon Pay, où les gens me serraient la main et me trouvaient brillante, et cette petite maison du Midwest, où je redevenais la fille aînée de Cedar Falls. Au moment de franchir le seuil, j'ai regardé le manteau de créateur suspendu sur le siège passager, les boîtes soigneusement emballées avec du papier métallisé, le sac isotherme contenant du saumon fumé et des fromages importés que mes parents n'achèteraient jamais pour eux-mêmes, et j'ai essayé de chasser le sentiment de malaise que quelque chose n'allait pas cette année. Puisque vous êtes ici à m'écouter maintenant, je suis curieuse de savoir ce que vous faites pendant que vous écoutez. Pliez-vous du linge, conduisez-vous quelque part, ou peut-être êtes-vous assis avec une tasse de café dans votre cuisine? Quand cela s'est réellement produit, j'étais debout dans la salle à manger de mes parents avec une assiette d'œufs à la main, et mon monde entier était sur le point de basculer. J'ai finalement coupé le moteur, attrapé les lourds sacs à dos et suis sorti dans l'air glacial. La neige crissait sous mes bottes alors que je remontais l'allée. À travers la fenêtre avant, je pouvais voir les lumières du sapin clignoter à un rythme lent, projetant des ombres colorées sur les murs. La couronne sur la porte était la même que celle de mon enfance, ces baies en plastique un peu plus décolorées chaque année. J'ai calé la boîte de viennoiserie sur ma hanche et j'ai poussé la porte avec mon épaule, lançant un salut alors que la chaleur et l'odeur de café et de bacon se précipitaient à ma rencontre. Papa était à sa place habituelle, en bout de table de la salle à manger, dans une vieille chemise en flanelle et un jean usé, une tasse à la main. La télévision dans le salon était à faible volume, avec des animateurs d'émissions matinales qui riaient de leurs achats de dernière minute. Maman allait et venait entre la cuisine et la table d'un pas habitué, remplissant le jus d'orange et redressant des serviettes qui n'en avaient pas besoin. Papa a levé les yeux quand je suis entré, son regard balayant rapidement les sacs, le manteau et les bottes. Puis il m'a fait un signe de tête. « Tu arrives à la dernière minute, Anna, dit-il. On était sur le point de commencer sans toi. » J'ai forcé un sourire et je me suis penché pour l'embrasser, sentant la raideur de ses épaules sous mes mains. J'ai posé les viennoiseries sur le comptoir, j'ai enlevé mon manteau et je suis allé dans la cuisine où maman vérifiait quelque chose dans le four. « Joyeux Noël, maman », ai-je dit, en l'enlaçant par derrière une seconde. Elle sentait le café et la lotion florale qu'elle utilisait depuis que j'étais enfant. Elle m'a tapoté les mains, mais ses yeux sont restés fixés sur la poêle qu'elle surveillait. « Tu n'avais pas besoin d'apporter autant de choses, dit-elle. J'ai déjà beaucoup de nourriture en préparation. » Son ton était léger, mais il y avait une petite pointe, la même que j'entendais de plus en plus ces dernières années. Je lui ai parlé du saumon fumé, des viennoiseries fraîches que j'avais prises dans une boulangerie de Columbus dont mes collègues raffolaient, et des grains de café d'un mélange spécial que j'avais moulu ce matin-là. Elle a hoché la tête, a fait un son évasif et a déplacé la poêle. « Sabrina arrive plus tard ?» ai-je demandé. Maman s'est un peu éclaircie. Elle a dit qu'elle est en route. Elle a travaillé tard sur ce nouveau projet. Tu sais à quel point elle essaie de réussir. J'ai ravalé la réplique instinctive qui me venait à la langue, celle sur le fait que moi aussi, je savais ce que c'était que de travailler dur. Au lieu de ça, j'ai apporté la nourriture dans la salle à manger, disposant tout sur la table comme si je mettais en scène une pièce de théâtre. Il y avait déjà des œufs brouillés, du bacon,
des pancakes et un bol de salade de fruits. J'ai ajouté mes contributions au festin les belles choses, les extras qui donnaient l'impression d'un brunch d'hôtel plutôt que d'un simple petit déjeuner familial. Papa m'a regardé travailler, ses yeux suivant chaque plat. Alors, dit-il lentement, tu viens encore seul cette année? Pas de quelqu'un de spécial dont on devrait être au courant? J'ai tiré ma chaise et je me suis assise. Le travail a été dingue, papa, ai-je dit. Les rencontres n'ont pas vraiment été une priorité. Il a grogné dans son café. Toujours le travail, avec toi. Les autres membres de la famille n'étaient pas encore arrivés. Ils devaient passer plus tard pour un plus grand déjeuner. Pour l'instant, nous n'étions que nous trois, le cœur de notre petite tempête. Je me suis versé du café, j'ai pris une grande inspiration et je me suis dit de garder les choses paisibles pendant quelques heures. C'était le matin de Noël. Je pouvais survivre à un petit déjeuner. Nous nous sommes passés les plats et les bols, les fourchettes ont gratté les assiettes. L'horloge au mur faisait tic-tac. La télévision dans la pièce voisine murmurait à propos d'une tempête de neige dans un autre état. Il y a eu de brèves conversations sur le temps, sur le trafic sur l'autoroute, sur un voisin qui avait déménagé. Pendant quelques minutes, tout a semblé presque normal. Puis papa a posé sa fourchette et s'est adossé à sa chaise, de cette manière qu'il avait lorsqu'il s'apprêtait à orienter la conversation là où il le voulait. Alors, a-t-il commencé, ta mère me disait que tu as eu une grosse prime cette année. Mon estomac s'est noué. Oui, l'entreprise a bien marché, ai-je dit prudemment. C'était une bonne année. Il a hoché la tête comme si cela confirmait quelque chose pour lui. C'est bien ce que je pensais. Et pourtant, quand ta sœur t'a appelé pour son idée d'application, tu lui as dit non. Et voilà. Le nœud dans ma poitrine s'est resserré. Papa, ai-je dit, je lui ai dit que je ne pouvais pas simplement lui donner 20 000 $ pour une idée qui n'est pas complètement développée. Elle n'a pas de plan. Il n'y a pas de développeur, pas d'étude de marché. Il a agité la main comme pour chasser une mouche. C'est toi l'experte, non? Tu peux l'aider. Tu passes tes journées dans ces bureaux luxueux à prendre des décisions pour de grandes entreprises. Tu ne peux pas épargner 20 000 $ pour ta propre sœur? Maman est intervenue doucement, sans me regarder. Elle essaie si fort, Anna. Elle a juste besoin que quelqu'un croie en elle, comme ton entreprise croit en toi. J'ai posé ma fourchette et j'ai croisé les doigts sur mes genoux pour qu'ils ne tremblent pas. J'envoie des milliers de dollars chaque mois, ai-je dit, en gardant une voix égale. Je couvre l'hypothèque. Je paie les assurances. J'ai payé pour des réparations, des factures médicales et de nouveaux appareils électroménagers. Je ne refuse pas d'aider. Je dis que signer un chèque pour une idée vague, ce n'est pas aider. Papa a plissé les yeux. Il avait ce regard que je connaissais depuis l'enfance, celui qu'il utilisait quand il se sentait défié. Alors tu penses que l'argent que tu envoies signifie que tu peux tout décider maintenant? Payer les factures ne fait pas de toi le chef de cette famille. J'ai senti les mots toucher un point sensible, comme s'il avait appuyé sur un bleu que j'ignorais. Je n'essaie pas d'être le chef, ai-je dit. J'essaie d'être responsable. Tu sais à quoi ça ressemble, dit-il, sa voix s'élevant. On dirait que tu veux être reconnu. Tu veux que tout le monde t'applaudisse parce que tu envoies de l'argent. La famille, ça ne marche pas comme ça. Maman a finalement levé les yeux vers moi, sa bouche formant une ligne fine. Tu as toujours été si compétitive avec ta sœur, dit-elle. Elle n'a pas ce que tu as, Anna. Tu n'as pas besoin de le lui faire sentir en la forçant à mendier. Une chaleur m'est montée au visage. C'était la partie qui remuait toujours le couteau dans la plaie, l'idée que j'étais en quelque sorte fier ou cruel de dire non à des demandes déraisonnables, tandis que les années de Louis disparaissaient dans un brouillard que personne ne voulait voir. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tenté une dernière fois. Je ne suis en compétition avec personne, maman. Je suis épuisé. Je travaille tous les jours, de longues heures, pour pouvoir subvenir à mes besoins et continuer à subvenir aux vôtres. J'ai envoyé près de 400 000 $ au cours des 8 dernières années. J'ai sauté des vacances. J'ai reporté l'achat de ma propre maison. J'ai laissé ma vie se rétrécir pour que la vôtre soit plus facile. J'ai le droit de dire non parfois. Pendant un instant, il y a eu un silence. La télévision bourdonnait dans la pièce voisine. Quelqu'un à l'écran riait d'une blague qui ne nous a pas atteints. Papa a légèrement repoussé sa chaise. Il m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer,
un mélange de colère et de quelque chose comme une fierté blessée. Puis il s'est levé. Il a planté ses mains sur la table et s'est penché sur son assiette. Sa voix a baissé, mais d'une manière ou d'une autre, elle portait plus de poids que lorsqu'il l'avait élevée. « Sors d'ici », dit-il. « Payer les factures ne t'achète pas une place dans cette famille. » Les mots flottaient dans l'air entre nous. Maman a eu un hoquet. Mon café a soudain eu un goût de cendre. Ma première réaction a été l'incrédulité. Je l'ai fixé, attendant la chute qui ne viendrait pas, un signe qu'il ne faisait que se défouler. Mais il est resté là, la mâchoire serrée, les yeux durs, comme s'il avait enfin dit quelque chose qu'il retenait depuis longtemps. Maman n'est pas venue à ma défense. Elle a secoué la tête et a marmonné que je devais arrêter d'envier ma sœur, que l'argent m'était monté à la tête, que j'avais oublié ce qui comptait vraiment. Quelque chose en moi, quelque chose qui avait été tendu à l'extrême pendant des années, s'est simplement brisé, en silence. Pas avec un cri ou une assiette jetée, mais avec une clarté soudaine et froide. D'accord, ai-je dit. Ma voix me semblait étrange, stable d'une manière que je ne ressentais pas. Alors payez vos propres factures. J'ai repoussé ma chaise lentement, les pieds raclant contre le parquet usé. Je me suis levé, j'ai lissé le devant de mon pull parce que cela donnait quelque chose à faire à mes mains, et je les ai regardés une dernière fois. Papa était toujours debout, la poitrine se soulevant légèrement. Maman était assise comme une statue, les yeux brillants de larmes de colère. Il n'y avait aucune excuse dans leur visage. Aucune hésitation, aucune lueur de l'amour que j'avais poursuivi avec chaque virement et chaque heure supplémentaire. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. Le couloir sentait le pin du sapin de Noël et la légère odeur de poussière qui avait toujours habité les murs. Mes bottes étaient près du paillasson. Je les ai enfilées lentement, sentant mes doigts tâtonner avec les lacets. Quand je suis sorti, le froid m'a frappé en plein visage, vif et pur. Le ciel était un peu plus clair maintenant, le soleil d'hiver essayant de percer les nuages. Derrière moi, j'entendais des voix étouffées, mais je ne pouvais pas distinguer les mots, et je ne voulais pas. J'ai descendu les marches fissurées, j'ai traversé la cour inégale et je suis retourné à ma voiture. Ma respiration entrait et sortait par courtes bouffées, chacune étant un mélange de douleur et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas encore nommer. Peut-être du soulagement, peut-être du chagrin, peut-être les deux. À l'intérieur de la voiture, j'ai fermé la portière et j'ai laissé le silence m'envelopper. Mon téléphone était dans le porte-gobelet, l'écran s'allumant avec un SMS de Sabrina que je n'ai pas ouvert. Je l'ai pris, je suis allé dans mes contacts et, un par un, j'ai bloqué les numéros de papa, de maman et de ma sœur. Mon pouce a hésité un instant avant que je n'appuie sur « confirmer » ou pour le dernier. Une fois cela fait, un calme étrange s'est installé dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des années, aucune nouvelle demande n'attendait à l'autre bout de cet appareil. J'ai démarré le moteur, j'ai posé mes mains sur le volant et j'ai regardé la maison dans le rétroviseur, cette petite boîte en briques où j'avais appris ce que la famille était censée être, et ce en quoi elle s'était transformée. J'ai passé une vitesse sans regarder la porte d'entrée. À ce moment-là, je pensais honnêtement que le pire était déjà arrivé. Je n'avais aucune idée que, d'ici un jour, mon père appellerait la police contre moi. Mais alors que je quittais l'impasse ce matin-là, quelque chose de plus profond a commencé à se relâcher en moi, quelque chose qui était crispé depuis des années. Le silence à l'intérieur de la voiture semblait étrangement lourd, comme une chambre d'écho de tout ce que j'avais donné et de tout ce que j'avais essayé d'ignorer. J'ai laissé la route me ramener vers Columbus, tandis que mon esprit dérivait vers le début, bien avant que je n'imagine être renié autour d'un petit déjeuner de Noël. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université du Michigan au printemps 2013, j'ai traversé cette scène avec une toque qui tenait à peine en place et un cœur plein d'ambition qui semblait plus grand que mon corps. J'avais décroché un poste de débutante dans une petite start-up de technologie financière à Ann Arbor, le genre d'endroit où le bureau ressemblait à un entrepôt à moitié rénové et où tout le monde buvait du café infusé à froid bon marché dans des bidons d'1 gallon. J'avais 21 ans, j'étais avide, terrifié et prêt à faire mes preuves. Mes premiers mois ont été un tourbillon de nuits tardives, de sessions de débogage sans fin et de l'excitation de résoudre des problèmes qui ressemblaient à des énigmes que seul moi savais déchiffrer. J'ai travaillé les week-ends, j'ai dormi 2 fois sur le canapé du bureau et je me suis principalement nourri de barres de céréales et de café de distributeurs. Ce n'était pas glamour, mais cela a allumé quelque chose en moi, quelque chose qui murmurait « Tu peux te construire une vraie vie avec ça ». En 2016, j'avais déménagé à Columbus pour rejoindre Horizon Pay, qui à l'époque se battait encore pour se faire remarquer sur un marché bondé.
J'ai commencé comme analyste produit débutante, heureuse d'avoir simplement un bureau qui ne chancelait pas et une équipe qui parlait en acronyme que je ne pouvais que prétendre comprendre. Je me suis tellement poussé ces premières années qu'en y repensant maintenant, j'ai du mal à dire où un projet se terminait et où le suivant commençait. À peu près à la même époque, les finances de mes parents ont traversé une période difficile. Papa avait pris sa retraite plus tôt que prévu après une blessure à l'épaule, et les heures de maman à la clinique dentaire fluctuaient. Je me souviens que papa a appelé un soir, sa voix bourrue mais teintée d'embarras alors qu'il parlait de relevés hypothécaires en retard et de factures médicales qui s'accumulaient. Je lui ai dit que je pouvais aider pendant quelques mois, jusqu'à ce que les choses se stabilisent. C'était le début. Au début, cela semblait être la bonne chose à faire. Je gagnais assez pour m'en sortir, et les aider semblait simple comparé au stress du travail. Puis la simple aide a grandi. À l'automne 2016, je leur envoyais un montant régulier chaque mois, quelque part entre 3800 et 4200 $, hypothèque, assurance auto, réparation de la maison, renouvellement d'ordonnances, argent pour l'essence, petites urgences qui survenaient au pire moment. En 2020, lorsque j'ai été promue directrice de l'innovation produit, mon salaire et mes primes avaient grimpé à près d'un demi-million de dollars par an. Les gens me félicitaient comme si j'avais gravi une montagne impossible. Mais la vérité, c'est que je ne me sentais pas riche. Je me sentais comme quelqu'un qui essayait de soutenir deux vies avec une seule paire de mains. Chaque mois, je virais l'argent. Chaque mois, il l'acceptait avec un merci qui devenait de plus en plus court, jusqu'à devenir une routine attendue, presque silencieuse. Au bout de 8 ans, le total s'élevait à un peu moins de 400 000 $. Je n'ai jamais tenu de tableur pour ça, je ne l'ai additionné que bien plus tard. J'ai juste continué à donner, parce que je croyais que c'est ce que fait une bonne fille. Je pensais que c'était une façon de les honorer. Je pensais que c'était de la gratitude pour tout ce qu'ils avaient fait quand j'étais plus jeune. Je me suis convaincu que la gentillesse, lorsqu'elle est donnée assez librement, finirait par être vue et appréciée, qu'elle créerait des liens, qu'elle adoucirait de vieilles blessures dont je ne parlais jamais. Mais quelque part en chemin, ce que je considérais comme de la générosité s'est transformé en obligation à leurs yeux. Le ton a changé, les mots ont changé, les attentes se sont durcies en quelque chose contre quoi je ne savais pas comment me défendre. Sabrina, 3 ans plus jeune que moi et toujours la rêveuse de la famille, a été la première à remuer le couteau dans la plaie sans même le vouloir. Chaque fois qu'une facture la stressait, chaque fois que papa se plaignait des réparations de la maison, elle me regardait avec ce rire léger qui lui était propre et disait « C'est toi qui gagnes tout cet argent. Ce n'est pas un problème pour toi. » Elle le disait si légèrement, comme si quelques milliers de dollars par-ci par-là n'étaient que des centimes pour moi, comme si les journées de 16 heures, les vacances manquées et la pression croissante sur mes épaules étaient invisibles. Et peut-être que pour elle, il l'était. Sabrina avait toujours flotté dans la vie, certaine que quelqu'un la rattraperait. Je n'avais jamais eu ce luxe. Il y a eu des nuits où je me suis assise à ma table de cuisine à Columbus, avec une pile de contenants de plats à emporter poussés de côté, fixant mes relevés bancaires. Non pas parce que j'avais peur de manquer d'argent, mais parce que je voulais avoir le sentiment de contrôler quelque chose. Mais même alors, quand les chiffres semblaient lourds, je continuais à envoyer ce dont ils avaient besoin. Je me disais que l'amour se mesurait par le sacrifice, que porter le fardeau signifiait que j'étais forte, que être la personne sur qui on peut compter était un honneur, pas un fardeau. En y repensant maintenant, je vois à quel point c'était naïf. Mais à l'époque, cela semblait noble. Cela semblait être un devoir que je devais assumer. Même lorsque les demandes sont passées des besoins au désir, j'ai ravalé mon hésitation. Papa voulait un camion plus récent parce que l'ancien avait un cliquetis. Maman voulait de l'aide pour remplacer une machine à laver et un sèche-linge parfaitement fonctionnel parce que les offres étaient bonnes ce mois-là. Sabrina voulait de l'argent pour une énième entreprise en ligne qu'elle n'a jamais menée à bien. Chaque fois, il le formulait comme une petite chose, quelque chose qui ne ferait qu'une petite entaille dans mes revenus. Tu travailles de si longues heures, disait papa. Tu mérites d'être fier de pouvoir aider. Et je respirais à travers la crispation dans ma poitrine et je me disais qu'il avait raison. Les aider me faisait me sentir utile. Cela rendait les charges de travail écrasantes et les nuits blanches moins solitaires, comme si tous mes efforts avaient un but plus grand. Mais la vérité était plus compliquée. La vérité, c'est que j'avais endossé le rôle de soutien de famille si profondément que je ne savais pas comment en sortir. Je ne soutenais pas seulement une famille, j'en portais une. Je soutenais des adultes qui étaient capables mais peu disposés à ajuster quoi que ce soit dans leur vie, tant que je continuais à amortir leur chute. Parfois,
tard dans la nuit, quand l'appartement était calme et que mon ordinateur portable brillait sur le comptoir avec un autre projet en attente d'être terminé, je me demandais quand exactement ils avaient cessé de me remercier. Quand le soutien s'est transformé en attente, quand mes contributions sont devenues invisibles. Je ne me laissais pas y penser longtemps. Cela me semblait ingrat de le remettre en question, mal d'une certaine manière. La première fois que j'ai dit que je ne pouvais pas aider pour quelque chose, même si j'ai fini par le faire, maman a soupiré comme si je l'avais déçue à un niveau plus profond que les mots. Et Sabrina, avec cette condescendance douce, presque mielleuse, avait dit « Tu gagnes tellement plus que nous tous. Pourquoi est-ce que tu te stresses pour ça ?» J'ai entendu la vérité tacite en dessous, que mes revenus n'étaient pas les miens, que ce pourquoi je travaillais leur appartenait d'abord, que ma vie, aussi exigeante soit-elle, existait pour rendre la leur confortable. Les années ont filé, un virement après l'autre, jusqu'à ce que je reconnaisse à peine la version de moi-même qui croyait autrefois qu'ils apprécieraient les sacrifices que je faisais. Je n'arrêtais pas de me dire que la vie a des saisons. Peut-être que les choses changeraient, et qu'ils se reprendraient en main. Peut-être que nous pourrions être une famille où l'amour allait dans les deux sens. Mais au fond, je pense que je savais. Je pense que je savais que j'étais la seule à tout faire tenir, et que si jamais je m'arrêtais, même un instant, tout s'effondrerait. Et peut-être que c'est pour ça que le silence dans la voiture ce matin-là semblait plus lourd que d'habitude. Peut-être que c'est pour ça que la douleur d'entendre Sordicile s'est installée si vivement dans ma poitrine. Ce n'étaient pas seulement les mots, c'étaient les années derrière eux, les années où j'ai essayé de gagner une place dans une famille qui avait déjà décidé de mon rôle pour moi. Quelque part sur l'autoroute ce matin de Noël, avec la neige qui commençait à dériver sur les voies et mon téléphone heureusement silencieux pour la première fois depuis des lustres, je me suis enfin autorisé à me demander ce qui se passerait si j'arrêtais de porter ce fardeau. Je ne savais pas alors que j'allais bientôt le découvrir, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Cette seule pensée m'est restée alors que je retournais vers Columbus, la route s'étirant, calme et pâle sous le ciel d'hiver. Quelque chose en moi se sentait agité, de la même manière qu'une pièce se sent après que quelqu'un a claqué une porte. Cela m'a ramené à un autre malaise, un malaise qui avait commencé près de 2 ans plus tôt, bien avant que le matin de Noël n'explose comme il l'a fait. Début 2022, papa a commencé à m'envoyer des SMS avec une urgence qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Les premiers messages étaient simples, le chauffe-eau est fichu. Le toit fuit encore. Le camion a besoin d'une nouvelle transmission. Chaque demande arrivait avec un ton qui suggérait qu'un désastre se produirait si je n'agissais pas immédiatement. Je me souviens d'être assise à mon bureau chez Horizon P pendant une de ces journées interminables, regardant mon téléphone pour voir le message de papa sur un problème de chaudière, suivi du message rassurant de maman disant que papa essayait seulement de sécuriser notre avenir. Elle m'a dit qu'il planifiait à l'avance pour que la famille soit stable. Ces mots enveloppaient la pression dans un tissu doux, mais la pression restait la même. J'ai continué à payer. Mais quelque chose dans le rythme de ces demandes a commencé à me paraître étrange. Elles arrivaient trop rapprochées, chacune plus coûteuse que la précédente, chacune présentée comme une crise que seul moi pouvais résoudre. Pourtant, j'ai mis ce sentiment de côté. C'était plus facile que de remettre en question des motifs que je ne voulais pas examiner. Puis, un dimanche après-midi à l'automne de la même année, je suis allé à Cedar Falls pour une visite rapide. J'avais apporté des courses, de nouvelles chaussures de course pour maman, et une boîte à outils pour papa parce qu'il avait mentionné vouloir réparer la rampe du Porsche arrière. Je l'ai trouvé dans le salon, assis dans son fauteuil inclinable, son téléphone légèrement incliné loin de moi. Il n'était jamais secret avec son téléphone, donc l'angle a attiré mon attention, mais j'ai essayé de ne pas trop y prêter attention. J'ai posé les courses sur le comptoir, suis retourné dans la pièce et j'ai demandé comment avançait le Porsche. Alors qu'il se déplaçait dans le fauteuil, le téléphone a glissé une seconde, tournant son écran vers moi. J'ai aperçu un email en haut de sa boîte de réception. Il y avait des lettres en gras qui disaient quelque chose comme « Contribution d'investissement confirmée » et une série de chiffres en dessous. Cela n'a clignoté dans ma vue qu'une fraction de seconde avant qu'il ne saisisse le téléphone plus près de sa poitrine, comme un adolescent surpris à cacher quelque chose. « Ce ne sont pas tes affaires », a-t-il lancé sans me regarder. Sa voix avait une pointe défensive que j'avais rarement entendue de sa part. J'ai reculé un peu, les mains levées, plus confuse que fâché. J'ai dit que je n'essayais pas de fouiner, que l'email avait juste clignoté devant moi. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe et s'est levé, quittant complètement la pièce. Maman est passée à côté de moi une minute plus tard avec du linge plié dans les bras,
disant doucement qu'il travaillait sur quelque chose de grand et que je devais lui faire confiance. Elle a dit qu'il préparait l'avenir de la famille et que c'était bon pour nous tous. Le malaise dans mon estomac s'est un peu tordu. Je lui ai demandé dans quoi il investissait. Elle m'a fait un sourire doux et a dit que papa savait ce qu'il faisait, que je devrais avoir plus de foi et arrêter de m'inquiéter. J'ai failli rire de l'ironie d'entendre qu'il fallait que j'arrête de m'inquiéter alors que j'étais celle qui finançait la majeure partie de leur stabilité, mais j'ai ravalé ma remarque et l'ai aidé à plier les serviettes à la place. Plus tard dans la soirée, Sabrina est passée, vêtue d'un pull rouge vif et parlant à toute vitesse d'une nouvelle opportunité que papa avait mentionnée. Elle a dit que papa révélait enfin son génie, que les gens ne réussissent jamais en jouant la sécurité. Elle a appelé ça une fenêtre d'opportunité unique et a dit que c'était inspirant de le voir prendre des risques. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que peut-être, si je me détendais et que je soutenais papa comme une bonne fille le devrait, au lieu d'agir comme une calculatrice ambulante, je pourrais comprendre l'excitation. Je l'ai fixée, sentant une lente brûlure s'accumuler derrière mes côtes. Je lui ai demandé ce qu'elle savait de l'investissement. Elle a haussé les épaules et a dit que papa lui avait dit que les rendements étaient énormes s'il pouvait juste obtenir suffisamment de contributions initiales d'un petit cercle de personnes. Elle a dit qu'il avait le genre d'esprit pour ça que je n'appréciais jamais parce que j'étais trop rigide. Rigide, calculatrice ambulante, pas assez solidaire. Je suis rentré à Columbus cette nuit-là, ressassant ces mots encore et encore. Quelque chose dans son ton avait semblé presque répété, comme si elle récitait des lignes que quelqu'un l'avait convaincu être vraies. Cela m'a perturbé plus que je ne voulais l'admettre. Au cours des mois suivants, les demandes de papa ont continué. Il avait besoin de $3 000 supplémentaires pour des réparations imprévues, puis de $5 000 de plus pour des frais médicaux, même si l'assurance de maman venait d'être renouvelée, puis d'un virement pour ce qu'il appelait une situation urgente. Chaque fois que je posais des questions, il devenait cassant avec moi. Quand je ralentissais ne serait-ce qu'un peu, maman appelait pour apaiser les choses et disait qu'il était simplement stressé d'essayer de construire quelque chose qui nous soutiendrait tous. À ce moment-là, j'en avais assez appris dans mon travail en technologie financière pour reconnaître les schémas, l'argent qui disparaît sans reçu ni explication, l'urgence soudaine, la dépendance, l'évitement lorsqu'on est interrogé. Mais c'est différent lorsque les signes avant-coureurs sont attachés aux personnes qui vous ont élevé. Il semble mal de les étiqueter comme on analyserait le comportement d'un étranger. Cela semble déloyal. Alors, j'ai évité la vérité plus longtemps que je n'aurais dû. Le tournant est survenu cet hiver-là, quelques semaines avant Noël. J'étais assise à mon îlot de cuisine à Columbus, mangeant un dîner tardif de nouilles froides après une journée de 14 heures, quand papa m'a envoyé un SMS après 23 heures. Il a dit qu'il avait besoin de $6 000 pour un problème urgent. Il n'a pas expliqué quel était le problème, il a juste dit qu'il en avait besoin dans les 24 heures. Puis, une minute plus tard, maman a écrit qu'il faisait tout cela pour l'avenir et que je devrais être fier. Fier. Le mot s'est accroché à moi comme une bardane. J'ai envoyé le virement parce que j'étais trop fatigué pour me battre, mais je ne pouvais pas chasser l'image de cet email sur son téléphone, les mots vifs sur une contribution d'investissement qu'il insistait n'être pas mes affaires. Petit à petit, j'ai commencé à suivre les dates de ses demandes. Pas les montants, pas les totaux, juste le schéma. Et en regardant les dates alignées les unes après les autres, une prise de conscience silencieuse a commencé à faire surface. L'argent que j'envoyais chaque mois ne semblait pas aller à l'hypothèque, au toit, au camion ou aux factures médicales. Le calendrier n'avait aucune corrélation avec quoi que ce soit que je pouvais identifier. Il ne correspondait qu'à ses urgences vagues et à son secret croissant. Je me sentais stupide rien que d'y penser, mais je devais admettre que l'argent allait peut-être quelque part sur lequel je n'avais aucun contrôle ni aucune connaissance, un endroit risqué, un endroit dangereux. Et pourtant, je n'avais toujours aucune preuve, aucun reçu, aucune explication, seulement le sentiment que quelque chose n'allait pas. Je me suis dit que les familles traversent des phases compliquées. Je me suis dit que le stress fait agir les gens bizarrement. Je me suis dit que papa avait gagné le droit de faire ses propres choix, même si je ne les comprenais pas. Mais la vérité était plus forte que toutes ces excuses. J'envoyais des milliers de dollars chaque mois, et je ne savais pas à quoi ils servaient. Je soutenais un foyer qui ne me disait pas la vérité. Cette prise de conscience m'a accompagné lors de mes longs trajets en voiture, lors de mes nuits tardives au travail, les matins où j'ouvrais mon application bancaire avant même de m'être brossé les dents. Elle a approfondi le malaise en quelque chose de plus solide, quelque chose qui murmurait un avertissement au fond de mon esprit même lorsque j'essayais de l'ignorer. Au moment où le matin de Noël est arrivé,
je sentais déjà que quelque chose changeait sous la surface de notre famille. Je ne savais tout simplement pas à quel point tout était sur le point de se briser. J'ai porté cette prise de conscience avec moi jusqu'à l'automne 2024, lorsque les feuilles à Cedar Falls ont commencé à prendre cette couleur orange brûlé profond qui donnait toujours à toute la ville une impression plus calme qu'elle ne l'était réellement. À ce moment-là, la tension dans ma poitrine était devenue une compagne constante, quelque chose que je ressentais même dans mon bureau chez Horizon Paix, lorsque j'étais entouré de tableaux blancs et de prototypes au lieu des problèmes de ma famille. Je n'arrêtais pas de me dire que je me faisais des idées, que peut-être papa préparait vraiment quelque chose pour l'avenir. Mais honnêtement, je me préparais à ce qui allait suivre. C'est arrivé un samedi de fin septembre. J'étais allé à Cedar Falls pour une courte visite, principalement parce que la culpabilité me tiraillait encore même lorsque j'essayais de l'ignorer. En arrivant dans l'allée, j'ai vu papa assis sur le porche avant avec Raymond Cole, notre voisin d'à côté. Raymond était un homme d'une soixantaine d'années qui avait enseigné la biologie au lycée local pendant des décennies avant de prendre sa retraite. Il avait toujours été amical avec moi, m'aidant à déblayer notre allée quand j'étais enfant, me tendant de la limonade en été. Le voir assis si près de papa avec un air sérieux sur le visage m'a fait ralentir le pas. Alors que je m'approchais d'eux, papa se penchait avec le même ton enthousiaste qu'il utilisait chaque fois qu'il parlait de quelque chose qui, selon lui, allait changer sa vie. Il montrait quelque chose à Raymond sur son téléphone. Raymond avait l'air mal à l'aise mais curieux, de la manière dont les gens regardent quand ils veulent l'espoir plus que la prudence. Papa ne m'a pas remarqué au début. Il disait quelque chose sur le fait de tripler les rendements en 60 jours et sur les fenêtres d'investissement anticipées qui se ferment bientôt. Mon estomac s'est noué. Je me suis approché et j'ai demandé ce qui se passait. Papa m'a lancé un regard irrité, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Il a dit qu'il discutait d'une opportunité avec Raymond, quelque chose qui pourrait enfin donner à la famille un coussin financier. Raymond m'a offert un sourire poli, mais il semblait forcé. Il a dit que papa lui avait parlé d'un nouveau groupe d'investissement avec un potentiel de croissance incroyable. Il a dit qu'il pensait y mettre une partie de ses économies. Je lui ai demandé combien il envisageait, et il a dit environ $8 000. Le chiffre m'a coupé le souffle. J'ai demandé à papa comment il connaissait ce groupe, qui vérifiait les projections, quelle plateforme ils utilisaient, s'ils étaient enregistrés auprès d'un organisme de surveillance. Il m'a repoussé et a dit à Raymond de ne pas s'inquiéter, disant que mon travail me rendait trop prudente et que je ne comprenais pas comment la richesse se créait en dehors des murs des entreprises. Il a même eu un petit rire, comme si j'étais dramatique. Le rire m'a piqué plus qu'il n'aurait dû. Plus tard dans l'après-midi, j'ai trouvé maman dans la cuisine en train de remuer une marmite de chili. J'ai dit que les schémas promettant de tripler les rendements en 60 jours étaient presque toujours frauduleux. Elle m'a à peine regardé, se contentant de dire que papa savait ce qu'il faisait et qu'il faisait des recherches là-dessus depuis des mois. J'ai demandé quel genre de recherche. Elle a fait une pause juste assez longue pour qu'il soit clair qu'elle ne savait pas, puis a dit que je ne devais pas saper sa confiance. J'ai insisté un peu plus, lui disant que les gens se font arnaquer tous les jours, que ce n'était pas seulement risqué, mais illégal dans certains cas. Elle a arrêté de remuer et s'est tournée vers moi avec un regard que je n'avais pas vu de sa part depuis mon adolescence. Elle m'a dit sèchement de ne pas gâcher quelque chose de bien pour papa et qu'il se sentait enfin excité par l'avenir. J'ai senti ma gorge se serrer. Je lui ai demandé si elle savait même d'où venait l'argent qu'il investissait. Sa seule réponse a été que c'était des affaires de famille et que je devais lui faire confiance. Confiance. Encore ce mot. Il semblait déplacé dans une conversation où personne ne me disait la vérité. Avant de partir ce soir-là, Sabrina est passée avec un grand sourire, s'appuyant contre le comptoir comme si elle était l'animatrice d'une émission financière. Elle a dit que papa lui avait fait part de ses plans et qu'il avait un esprit brillant pour repérer les opportunités. Elle a dit que j'essayais de lui couper les ailes parce que j'étais jalouse de la proximité qu'ils avaient développée grâce à ce projet. Je lui ai demandé si elle savait quelque chose sur la structure de l'investissement. Elle a dit non, mais que les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Elle a dit, ceux qui pensent petit ratent la vague. Je suis rentré à Columbus avec un sentiment de lourdeur, un sentiment qui s'est approfondi à chaque kilomètre parcouru. Je voulais tellement croire que papa courait simplement après quelque chose d'optimiste. Mais l'espoir n'efface pas les mathématiques, et rien dans tout cela ne semblait réel. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Raymond. Sa voix tremblait légèrement. Il a dit qu'il avait investi les $8 000 et qu'il ne pouvait plus du tout accéder au portail des investisseurs.
Il m'a demandé si j'avais une minute pour regarder quelque chose. J'ai posé mon ordinateur portable sur l'îlot de la cuisine pendant qu'il parlait. Il m'a transféré des captures d'écran. Mon cœur s'est serré. C'étaient des signes classiques d'une opération frauduleuse, aucune divulgation, aucune documentation légale, aucune information de contact au-delà d'une adresse email générique. Les rendements projetés étaient des chiffres qu'aucun investissement légitime ne promettrait. Je lui ai dit de contacter immédiatement l'unité des crimes économiques. Il a hésité, ne voulant pas mettre papa dans l'embarras. Je lui ai dit que ce n'était pas à propos de papa, mais de la protection de ses économies. Le lendemain, il a déposé une plainte. Une semaine plus tard, un enquêteur de l'unité des crimes économiques m'a appelé, me demandant si j'étais au courant d'une quelconque activité financière impliquant ma famille. Le ton était formel, mais interrogateur. Je lui ai dit que j'en savais juste assez pour être inquiète. Il a dit que le rapport mentionnait le nom de papa comme quelqu'un qui avait encouragé l'investissement. Ils ouvraient une enquête mais manquaient de données pour avancer, ils avaient besoin de plus de preuves. Il m'a demandé si je les préviendrais si je trouvais quelque chose d'inhabituel. J'ai dit oui, même si cet accord me mettait mal à l'aise. J'ai raccroché et je suis resté assise en silence à ma table de cuisine. C'était la première fois que je m'autorisais à admettre ce que j'avais évité. L'argent que j'envoyais depuis 8 ans n'allait pas là où je le pensais. Et papa n'investissait pas seulement, il recrutait. Je suis allé à Cedar Falls le week-end suivant, espérant parler calmement à maman, espérant qu'elle verrait ce qui se passait. Je me suis assise en face d'elle dans le salon, lui racontant tout ce que j'avais appris de Raymond, lui disant que la police était maintenant impliquée. Elle a croisé les bras et a dit que Raymond avait mal compris. Elle a dit que papa avait tout sous contrôle. Quand j'ai dit que les unités de police n'ouvrent pas d'enquête sans motif, sa voix s'est tendue. Elle m'a dit que papa essayait de construire quelque chose de significatif et que je devais arrêter de le saboter. Elle a dit que j'étais la négative, celle qui doutait toujours d'eux. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Je lui ai dit que j'avais peur que cela puisse entraîner toute la famille dans sa chute. Elle a détourné le regard et a dit qu'il était temps que j'arrête d'agir comme la seule adulte responsable de la maison. Et voilà. L'illusion que j'avais entretenue pendant des années s'est brisée en 7 secondes. Sur le chemin du retour cette nuit-là, l'autoroute semblait plus sombre que d'habitude, du genre de ténèbres qui reflètent ce que l'on ne veut pas voir. Je n'arrêtais pas de tout repasser en boucle, le secret, les évasions, la façon dont maman et Sabrina le défendaient sans comprendre un seul détail, la façon dont papa réagissait quand je posais des questions, la façon dont la voix de Raymond tremblait quand il m'a dit qu'il avait perdu ses économies. Pour la première fois, je n'étais pas seulement mal à l'aise. J'avais peur. Peur d'avoir alimenté quelque chose de bien plus grand qu'un malentendu familial. Peur d'avoir financé un désastre sans le savoir. Au moment où Columbus est apparu, j'ai finalement admis la vérité. Je n'avais pas seulement soutenu mes parents, j'avais maintenu en vie une imprudence qui menaçait de nous engloutir tous. Et maintenant, avec les enquêtes qui s'agitaient, les voisins qui perdaient de l'argent et papa qui entraînait plus de gens, je pouvais sentir la vitesse s'accélérer. La peur s'est installée plus profondément en moi alors que je me garais dans mon allée cette nuit-là. Elle m'est restée à travers l'automne, à travers les premières chutes de neige à Columbus, à travers les réunions interminables chez Horizon Paix, où mon esprit dérivait encore et encore vers Cedar Falls. Au moment où Noël approchait, j'avais l'impression de retenir mon souffle sans savoir pourquoi. Pourtant, je me suis dit que je pouvais gérer un petit déjeuner de fête. Je pouvais me présenter, apporter des cadeaux, maintenir la paix et m'en sortir comme je l'avais toujours fait. Je me suis accroché à cette pensée, même si quelque chose au fond de moi me prévenait déjà que rien dans ce Noël ne serait normal. Je me suis réveillé tôt le matin de Noël, avant même que le ciel ne laisse entrevoir l'aube. Je me suis déplacé dans mon appartement, rangeant des choses sur la banquette arrière de ma voiture. Il y avait des boîtes emballées avec du ruban doré, un panier contenant du saumon fumé et des viennoiseries fraîches, des bouteilles de sirop d'érable d'une petite boutique de Columbus, et un pull en laine douce que j'avais choisi pour maman début décembre. Je voulais que la matinée soit chaleureuse, même si l'année qui la précédait avait été tout sauf ça. Le trajet jusqu'à Cedar Falls m'a semblé plus long que d'habitude. La neige bordait les routes en épaisse congère blanche, et l'air extérieur avait ce genre de froid qui rend tout cassant. Quand je suis entré dans le quartier de mes parents, les lumières de Noël sur les maisons brillaient faiblement à travers la brume de givre. Je me suis garé au même endroit que chaque année depuis l'université, j'ai attrapé les cadeaux et j'ai marché vers les marches du perron, me sentant à la fois épuisé et étrangement pleine d'espoir.
À l'intérieur, la maison sentait le bacon et la cannelle. Le sapin dans le salon clignotait doucement, et de la musique de Noël jouait à faible volume depuis la cuisine. Pendant quelques minutes, tout a semblé presque normal alors que je déballais les viennoiseries et les posais sur la table. Maman m'a remercié distraitement en ajustant une assiette de pancakes. Papa était assis en bout de table avec son café, me regardant comme s'il attendait quelque chose. J'ai essayé d'ignorer la façon dont mon pouce est accéléré quand je l'ai regardé. Puis Sabrina est entrée par la porte d'entrée, tapant la neige de ses bottes. Elle a embrassé maman sur la joue, a serré papa dans ses bras et m'a jeté un coup d'œil avec un sourire trop éclatant pour l'heure. Elle tenait un dossier à la main, les bords hérissés d'onglets de couleur. « Timing parfait », dit-elle. « Je veux vous montrer quelque chose à tous les deux. » J'ai senti une lassitude familière monter du plus profond de moi. Elle a posé le dossier sur la table de la salle à manger, l'a ouvert avec un geste théâtral et a annoncé qu'elle avait préparé une présentation pour son application de fitness. Elle avait choisi un nom, conçu un logo et tapé une description en police grasse. Il y avait des captures d'écran de maquettes qu'elle avait créées à l'aide d'un modèle en ligne gratuit. Elle parlait vite, expliquant sa vision comme si elle était déjà en train de percer sur le marché. Papa s'est penché en avant, gonflé de fierté. « Voilà de quoi je parle, » dit-il. « C'est un vrai potentiel. Ta sœur poursuit quelque chose de significatif. Elle a juste besoin que quelqu'un la soutienne. » Puis ses yeux se sont tournés vers moi, fixés pleins d'attente. J'ai ouvert le dossier et j'ai parcouru quelques pages. L'application n'avait pas de public défini. Le modèle de revenu était au mieux un vœu pieux. L'étude de marché était un seul paragraphe copié d'un blog de bien-être. J'ai posé le dossier doucement. « Sabrina, ai-je dit, c'est un début, mais ce n'est pas prêt pour un investissement. Il n'y a pas de plan ici, pas d'équipe de développement, pas de calendrier, pas de budget. Tu ne peux pas demander 20 000 $ sans même les bases. » Son expression s'est durcie. « Donc tu dis encore non. » J'ai expiré lentement. « Je dis que tu as besoin de plus de préparation. Je ne vais pas financer quelque chose qui n'est pas construit. Tu dois d'abord faire le travail. » À ma grande surprise, c'est papa qui a réagi le premier. Sa tasse de café a heurté la table assez fort pour faire déborder le liquide. Il m'a fusillé du regard comme si je l'avais insulté, lui, et non Sabrina. « Tu recommences, dit-il. Tu tues ses rêves parce que tu penses mieux savoir. Tu es assise dans ton bureau chic et tu décides qui réussit et qui échoue. Les familles sont censées se soutenir. » J'ai gardé ma voix calme. « Je soutiens cette famille depuis 8 ans. J'ai donné tout ce que vous avez demandé. Mais ce n'est pas un plan d'affaires. C'est une ébauche. » Le visage de papa a rougi. Il s'est penché en avant, une chaleur émanant de lui. « Tu penses qu'envoyer de l'argent signifie que tu peux nous contrôler. Tu empêches ta sœur de se construire un avenir. C'est ce que tu fais. » Maman a levé les yeux de la cuisinière juste assez longtemps pour ajouter « Elle travaille si dur, Anna. Tu ne devrais pas la faire se sentir petite. » J'ai cligné des yeux. La faire se sentir petite. L'ironie m'a piqué si vivement que je l'ai senti derrière mes yeux. Je me suis rappelé de rester calme. Papa m'a pointé du doigt. « Donne-lui juste les 20 000 $. Tu peux te le permettre. Tu gagnes plus en un mois que ce que nous gagnons en une demi-année. Arrête de faire comme si ça te faisait mal. » La frustration, le ressentiment enfoui, l'épuisement de années de dons constants ont surgi d'un seul coup. Je l'ai senti comme une marée, arrachant quelque chose à l'intérieur de moi. Ma voix n'a que légèrement vacillé quand j'ai dit « J'ai déjà trop donné. Je suis fatigué, papa. Je ne peux pas continuer à faire ça. J'ai besoin que vous vous teniez sur vos propres pieds. » Un silence glacial s'est abattu sur la pièce. Papa m'a fixé avec une intensité que je n'avais vue que quelques fois dans ma vie. Quelque chose dans son expression s'est durci. Il s'est levé lentement, les paumes à plat sur la table. Ses yeux se sont plissés d'une manière qui a immobilisé tout mon corps. « Sors d'ici, dit-il. Payer les factures ne t'achète pas une place dans cette famille. » Maman a eu un léger hoquet. Sabrina a semblé confuse une demi-seconde, puis a détourné le regard. J'ai regardé papa, essayant de comprendre s'il était sérieux. Mais il n'a pas bougé, n'a pas cligné des yeux, ne s'est pas adouci. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est fissuré. Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire. Silencieusement,
comme de la glace fine qui cède sous votre pied. D'accord, ai-je dit. Je comprends. J'ai repoussé ma chaise. Mes jambes me semblaient étrangement stables, même si je savais que quelque chose se brisait en moi. Je suis allé dans le salon, j'ai pris mon manteau sur le bras du canapé et je l'ai enfilé avec des mouvements prudents. J'ai senti le poids du silence derrière moi. Personne n'a suivi. Personne n'a appelé mon nom. Je suis passé devant le sapin de Noël, devant la guirlande que maman avait accrochée au-dessus de la porte, devant les photos qui tapissaient les murs du couloir, toutes les petites choses qui signifiaient autrefois chez moi. Dehors, l'air d'hiver m'a frappé le visage comme un avertissement. Ma respiration sortait en bouffées blanches. Mes bottes crissaient sur la neige alors que je traversais la cour. Je sentais les battements de mon cœur au bout de mes doigts. Quand je suis arrivé à ma voiture, je n'ai pas pleuré. Je me suis assise derrière le volant, j'ai fixé la maison un long moment et j'ai ressenti deux sensations opposées à la fois, mon cœur se brisait, et sous la douleur, il y avait une légèreté que je ne reconnaissais pas, un étrange et mince ruban de soulagement. J'avais atteint ma limite. J'avais enfin dit non. Alors que je sortais de l'allée en marche arrière, la maison a rapetissé dans mon rétroviseur jusqu'à disparaître derrière une rangée de grands pins. Personne n'est sorti par la porte. Personne n'a fait de signe de la main. Personne n'a essayé. La route devant moi semblait froide et inconnue, mais elle était à moi. Je suis parti de Cedar Falls les mains tremblantes, sans réaliser que le silence de ma famille n'était pas du tout la fin de l'histoire. Ce n'était que le début des retombées qui allaient suivre. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Après être rentré à Columbus, j'ai pris une douche, préparé un thé que je n'ai pas bu, et je me suis assise sur mon canapé avec une couverture sur les épaules, tandis que la ville dehors devenait silencieuse. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais papa à table, ses mains à plat sur le bois, sa voix me disant de sortir. Vers 3 heures du matin, j'ai dû m'assoupir, car la chose suivante dont je me souviens est de me réveiller au son de mon téléphone qui vibrait sur la table basse. La lumière qui filtrait à travers les stores était faible et grise. J'ai cligné des yeux, j'ai attrapé le téléphone et j'ai vu un numéro inconnu. Pendant une seconde, j'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale. Quelque chose dans ma poitrine m'a dit « Réponds ». Alors, je l'ai fait. Une voix d'homme calme s'est présentée comme étant l'officier Grant Holloway de l'unité des crimes économiques de l'Indiana. Il a dit qu'il appelait pour vérifier un signalement qui avait été fait concernant un soutien financier familial et une possible négligence envers des parents âgés. Au début, les mots n'ont pas fait sens. Il flottait là, comme s'il parlait une langue que je n'avais pas apprise. Puis mon cerveau a rattrapé le coup. Je me suis redressé, le cœur battant à tout rompre. Je lui ai demandé lentement qui avait fait le signalement. Il y a eu une brève pause. Puis il a dit que mon père, Robert Mercer, avait contacté les forces de l'ordre local, qui avaient ensuite transmis des informations concernant une potentielle exploitation financière. Pendant un moment, j'ai sincèrement pensé qu'il s'était trompé. J'ai laissé échapper un rire tremblant qui sonnait faux à mes propres oreilles et je lui ai dit qu'il devait y avoir une erreur. Il a dit qu'il comprenait que cela puisse être bouleversant et qu'il ne m'accusait de rien, qu'il ne faisait que suivre le protocole. Il avait besoin d'entendre ma version et de voir toute information pertinente. Il a demandé si je pouvais passer cet après-midi, puisque j'étais répertorié comme habitant à Columbus et que ce serait plus facile à coordonner avec mon emploi du temps. J'ai accepté, parce que pouvais-je faire d'autre? Quand j'ai raccroché, la pièce semblait pencher. Je suis resté assise là, fixant l'écran de télévision vide, mon téléphone toujours à la main, le mot exploitation résonnant dans ma tête. Non seulement papa m'avait dit de partir, mais il m'avait transformé en suspecte dans une histoire qu'il racontait aux autorités. Il avait pris tout ce que j'avais fait pour eux et l'avait tordu en quelque chose de laid. Il a fallu quelques minutes avant que mon cerveau ne se mette complètement en marche. Quand il l'a fait, il est passé directement en mode travail. Je me suis levé, j'ai posé le téléphone et je suis allé à mon bureau à domicile. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me connectant à mes comptes bancaires, à mes emails, à mon stockage en nuage. S'il voulait des dossiers, je leur en donnerais. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai sorti des relevés, mois après mois de virements de moi à mes parents, des paiements d'hypothèque que j'avais mis en place depuis mes comptes directement à leurs prêteurs, des transactions pour les services publics, les primes d'assurance, les notes de voiture, des virements individuels étiquetés « aide, santé ou urgence ». Je les ai sauvegardés dans un dossier, puis dans une deuxième sauvegarde, en imprimant certains parce que le papier dans un dossier parle parfois plus fort qu'un écran.
J'ai fait défiler 8 ans de messages, des fiches de discussion où papa demandait de l'argent, des notes de maman me disant qu'il était stressé, des petits merci qui se sont raréfiés avec le temps. J'ai signalé ceux qui montraient des montants et des raisons. Il y en avait tellement. Les voir tous ensemble comme ça m'a serré la gorge. J'ai laissé de côté les messages où j'avais essayé de les avertir de l'investissement. J'avais le sentiment que cela apparaîtrait d'une autre manière. En début d'après-midi, j'étais assise dans une petite salle d'interrogatoire sans fenêtre dans un poste de police du centre-ville, un dossier manie sur la table devant moi. Les murs étaient peints d'un beige fatigué, et l'air sentait légèrement le café et le papier. L'officier Holloway est entré avec une tablette et un bloc-notes. Il avait la quarantaine, ses cheveux noirs grisonnaient près des tempes, son attitude était calme, d'une manière qui me rendait à la fois nerveuse et un peu plus en sécurité. Il s'est présenté à nouveau, m'a remercié d'être venu et m'a rappelé que je n'étais pas en état d'arrestation, que c'était une conversation pour recueillir des informations. Ces mots ne m'ont que légèrement soulagé. Il a commencé par des questions simples, mon nom complet, mon âge, mon titre de poste, où j'habitais, à quelle fréquence je voyais mes parents. Puis il a demandé quand j'avais commencé à les aider financièrement. Je lui ai parlé de l'appel de papa en 2016, lorsque l'hypothèque avait pris du retard et que les factures médicales s'accumulaient. J'ai dit que j'avais commencé par une aide de quelques mois et que cela s'était transformé en quelque chose de régulier. Il m'a demandé de décrire régulier. Je lui ai dit que pendant des années, j'avais envoyé entre 3800 et 4200 $ chaque mois, parfois plus lorsque des imprévus survenaient. Ses sourcils se sont un peu levés à ces chiffres. Il a demandé si j'avais des documents. J'ai fait glisser le dossier vers lui. À l'intérieur se trouvaient des résumés imprimés et une clé USB avec des copies numériques. Il a pris son temps pour feuilleter les pages, ses yeux se déplaçant ligne par ligne. Il a demandé s'il y avait eu un accord formel. J'ai dit non. Il n'y avait pas de contrat, pas de promesse de remboursement. C'était de l'aide familiale. J'ai dit cette phrase doucement, entendant à quel point elle sonnait creuse dans cette petite pièce. Il a hoché la tête, a pris une note sur son bloc-notes, puis a posé des questions sur mon travail. Je lui ai dit que j'étais directrice de l'innovation produit chez Horizon Pay et que mes revenus étaient élevés sur le papier. Je lui ai aussi dit que je travaillais de 14 à 16 heures par jour la plupart du temps, y compris les week-ends, et que le stress n'était pas quelque chose que je souhaiterais à quiconque. Je voulais qu'il comprenne que l'argent que mes parents considéraient comme facile ne tombait pas du ciel. Puis il a posé la question qui s'est logée dans mes os. Ai-je eu l'impression d'avoir jamais retenu des ressources dont ils avaient besoin pour des soins de base? L'air dans la pièce semblait très calme. J'ai pris un moment avant de répondre, parce que je voulais que ma voix tienne. Je lui ai dit que je n'avais jamais refusé d'aider pour des choses comme les services publics, les frais médicaux ou l'hypothèque. Que lorsque je disais non, c'était pour des choses supplémentaires, des projets d'affaires, de nouvelles voitures alors que les anciennes étaient encore fonctionnelles, des projets que ma sœur imaginait et qui n'avaient aucune structure. Je me suis entendu dire, je me suis épuisé au travail pendant 8 ans pour les maintenir à l'aise. J'ai envoyé près de 400 000 $ pendant cette période sans rien demander par écrit, sans jamais être remboursé. Et la vérité, c'est que je n'ai aucune idée d'où une grande partie de cet argent est allée. Il a brusquement levé les yeux à cela. Il m'a demandé ce que je voulais dire. Alors, je lui ai parlé des demandes tard dans la nuit, des urgences vagues, de l'email sur le téléphone de papa avec une confirmation d'investissement. Je lui ai parlé de Raymond qui m'appelait, des captures d'écran du portail suspect, de ma conversation avec maman où elle disait que j'essayais de gâcher quelque chose de bien pour papa. Il n'interrompait pas souvent. Quand il le faisait, c'était pour demander des dates, des montants, des noms. J'ai répondu aussi précisément que possible. Plus je parlais, plus tout cela semblait surréaliste. Une partie de moi était sur cette chaise, regardant sa main se déplacer sur la page. Une autre partie flottait quelque part au-dessus de nous, regardant une femme qui avait porté trop de choses pendant trop longtemps. Après que j'ai terminé, il s'est un peu reculé et m'a étudié. Il a dit que le rapport initial de mon père peignait un tableau très différent. Dans cette version, j'avais coupé tout soutien sans avertissement, gardé le contrôle de compte qui leur appartenait et était parti. Les mots piquaient, même si je savais qu'ils n'étaient pas vrais. Je lui ai dit que la seule chose que j'avais coupée, c'était moi-même, que j'avais bloqué leur numéro après que mon propre père m'ait dit que payer les factures ne faisait pas de moi un membre de la famille. J'ai dit que je n'avais touché à aucun compte à leur nom. J'avais simplement abandonné le rôle dans lequel on m'avait forcé. Il a hoché lentement la tête.
Quelque chose dans son expression a changé, un petit resserrement autour de ses yeux. Il a dit que j'avais fourni beaucoup d'informations qui ne correspondaient pas au récit qu'on lui avait donné. Il m'a dit qu'il y avait déjà eu une plainte d'une autre partie, Raymond Cole, concernant un investissement frauduleux suspect lié de manière vague à mon père. Et maintenant, avec mes dossiers, il y avait de nouveaux schémas à examiner. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le bourdonnement de la ventilation semblait étrangement fort. Il a tapoté une fois son stylo sur le bloc-notes, puis l'a posé. Il a dit qu'il allait garder ma documentation et la comparer soigneusement avec les autres dossiers de l'affaire. Il pourrait avoir besoin de me poser d'autres questions plus tard, mais pour l'instant, il en avait assez pour avancer. Il m'a remercié de ma coopération et a dit qu'il comprenait que cela ne devait pas être facile. Quand il s'est levé, je l'ai fait aussi. Mes jambes me semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Il a ouvert la porte et m'a raccompagné dans le couloir, passant devant des bureaux, des tableaux d'affichage et une machine à café qui sentait le brûler. À la réception, il m'a dit que j'étais libre de partir et que je ne devais pas contacter mon père au sujet de cette conversation pour le moment. Il valait mieux laisser le processus se dérouler. Dehors, l'air d'hiver m'a enveloppé, fin et mordant. J'ai marché jusqu'à ma voiture avec le genre de pas prudent que l'on fait après une chute, lorsque votre corps n'est pas encore sûr de ce qui est cassé. Je suis resté assise derrière le volant un long moment avant de démarrer le moteur. Mes mains tremblaient. Une partie de moi voulait croire que l'officier avait vu la vérité, qu'il comprenait que je n'étais pas la méchante de cette histoire. Une autre partie de moi ne pouvait pas dépasser le fait que mon père m'avait mise dans une position où je devais me défendre devant les forces de l'ordre. Alors que je quittais le parking, mon téléphone a vibré avec un nouveau message. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé les yeux sur la route et mes pensées sur le dossier qui se trouvait maintenant dans une salle scellée quelque part, remplie d'années de virements, de messages et de sacrifices silencieux. Pour la première fois, je ne me demandais pas seulement où mon argent était allé. Je me demandais qui mon père avait choisi de devenir. Je suis rentré chez moi avec cette question qui tournait dans ma tête, et elle m'a suivi pendant les 2 jours suivants comme une ombre que je ne pouvais pas secouer. Au 3e matin, mes nerfs étaient à vif, au point que le son de la notification de mon email a fait se tordre mon estomac. C'était de l'officier Holloway. Il demandait si je pouvais confirmer quelques dates concernant des virements que j'avais effectués en 2022 et 2023. C'était de petites demandes, faciles à répondre, mais la précision de ces questions m'a dit que quelque chose avait changé de son côté. Plus tard dans l'après-midi, il a appelé. Sa voix était calme, mais portait un nouveau poids, comme si le puzzle qu'il étudiait avait finalement trouvé sa place. Il a dit qu'il avait comparé les relevés que j'avais fournis avec la plainte déposée par Raymond Cole. Il a également mentionné une deuxième plainte qui avait récemment été transmise à leur division, sans me donner de nom. Il a dit que les deux impliquaient le même portail d'investissement que papa m'avait montré, et que les calendriers et les montants se chevauchaient presque parfaitement avec les virements que j'avais faits à mes parents. L'argent quitte mon compte, va sur le compte de mes parents, puis sur le portail lié à l'arnaque. Après cela, de petits paiements de commission revenaient à papa. L'entendre énoncer clairement a fait se serrer quelque chose dans ma poitrine. Je n'avais pas été paranoïaque ni n'avais trop réfléchi. Le schéma était là, indéniable. Il a dit que l'unité avait maintenant des soupçons raisonnables pour étendre l'enquête. Il devait interroger mon père en personne, vérifier ses déclarations et documenter toute incohérence. J'ai ressenti une vive douleur dans les côtes au mot incohérence. Je savais exactement à quoi elles allaient ressembler. Le lendemain matin, j'étais assise dans ma voiture devant mon bureau, mon téléphone sur le siège passager. J'étais censé me préparer pour une présentation stratégique, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était qu'Holloway était en route pour Cedar Falls. Je l'imaginais se garer devant la maison à 2 niveaux que j'avais vu mes parents repeindre plus de fois qu'ils ne l'entretenaient réellement. J'imaginais papa sortant sur le porche avec ce tempérament explosif qu'il avait appris à déguiser en confiance. À midi, mon téléphone a vibré avec une seule ligne d'Holloway, contact établi. Mise à jour plus tard. Mes mains sont devenues froides. Je pouvais visualiser la scène comme si une caméra se déplaçait dans leur entrée à ce moment-là. Il m'a raconté plus tard ce qui s'était passé, mais même en le décrivant, je pouvais le voir clairement. Il s'est garé devant la maison, a remonté l'allée, avant qu'il ne frappe, la porte s'est ouverte. Papa se tenait là comme s'il avait attendu pour jouer le rôle de la partie lésée. Il a bombé le torse et a dit quelque chose d'assez fort pour que les voisins l'entendent, probablement qu'il était content que quelqu'un prenne enfin sa plainte au sérieux, probablement que les filles de nos jours n'avaient aucun respect.
Mais quoi qu'il ait attendu, ce n'est pas ce qui est arrivé ensuite. Holloway s'est identifié et a demandé s'il pouvait entrer pour poser quelques questions sur l'activité financière. Papa l'a fait entrer avec une autorité exagérée, regardant autour de lui comme s'il attendait que d'autres officiers apparaissent derrière lui. Maman était assise sur le canapé, les mains jointes, sa posture tendue. Sabrina était perchée sur le bras du canapé, son expression alerte, prête à se joindre à la performance. Une fois à l'intérieur, Holloway a commencé par des questions générales, du genre qui semblent inoffensives jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Depuis combien de temps mes parents recevaient-ils une aide financière de ma part? Papa a croisé les bras et a dit que je ne les avais jamais soutenus de manière constante, qu'il m'avait supplié de l'aider et qu'on lui avait refusé, que j'avais retenu ce qui lui appartenait. Il l'a dit clairement, comme s'il récitait des lignes qu'il avait répétées. Holloway a demandé s'il avait des registres de ses demandes ou de toute contribution qu'il prétendait que je lui devais. Les yeux de papa se sont plissés. Il a marmonné quelque chose sur le fait que les filles n'ont pas besoin de reçus pour bien traiter leurs parents. Sabrina est intervenue en disant que je gagnais un demi-million de dollars par an et que je pouvais facilement aider si je m'en souciais. Holloway a noté cela, puis a demandé à Sabrina si elle avait jamais remboursé une partie du soutien qu'elle avait reçu au fil des ans. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Puis elle a dit que c'était hors de propos. Il a demandé à papa d'expliquer les dépôts qui étaient entrés sur son compte depuis le mien. Papa a dit que c'était rare et insuffisant. Puis Holloway a posé des questions sur les virements du compte de papa vers le portail d'investissement lié aux arnaques signalées par les voisins. L'atmosphère de la pièce a changé alors. Les sourcils de papa ont tressailli. Il a ri avec raideur et a dit que c'était un malentendu. Il a dit qu'il n'avait mis que de petites sommes, qu'on lui avait dit que c'était une opportunité à haut rendement et qu'il avait tout à fait le droit d'investir l'argent que sa fille refusait de lui fournir. Cela n'avait aucun sens, même en surface. Sabrina a essayé d'intervenir, disant qu'elle avait vu les chiffres de papa et que tout était légitime. Sa voix avait cette pointe familière, celle qu'elle utilisait quand elle voulait paraître plus intelligente qu'elle ne l'était. Holloway lui a demandé si elle avait investi aussi. Elle a hésité très légèrement, puis a dit non, mais qu'elle avait prévu de le faire une fois que le prototype de son application serait terminé. Tout s'effilochait au ralenti. Plus ils essayaient d'expliquer, plus leur histoire devenait mince. Holloway a demandé à papa de clarifier pourquoi ces déclarations contredisaient les dossiers que j'avais soumis. Papa s'est agité, élevant la voix. Il a montré la porte comme si je pouvais y apparaître pour me défendre et a insisté sur le fait que j'avais retenu des fonds. Il a dit qu'il savait que je gagnais assez pour prendre soin d'eux correctement. Holloway lui a demandé à nouveau où était passé l'argent que j'avais déjà envoyé. Papa a répondu sèchement quelque chose sur les opportunités d'affaires et la protection de l'avenir de la famille. C'était presque la même réplique qu'il m'avait utilisée, mais cette fois, elle s'est effondrée sous le poids des preuves. Il ne pouvait pas donner de date, ne pouvait pas expliquer les montants, ne pouvait pas concilier les paiements de commission qui étaient revenus sur son compte. Maman a finalement parlé. Sa voix était faible, mais un tremblement la parcourait. Elle a demandé pourquoi l'officier avait mentionné d'autres personnes. Elle a demandé ce que les voisins avaient à voir avec tout ça. Quand Holloway a prononcé le nom de Raymond, elle a légèrement grimacé, comme si une fissure s'était ouverte dans les fondations sur lesquelles elle se tenait. Elle a demandé si c'était sérieux. Il lui a dit calmement que ça l'était. Le salon est devenu silencieux. Sabrina a regardé maman, puis de nouveau l'officier, la confusion vacillant sur son visage. La mâchoire de papa s'est contractée. Et pour la première fois, il n'avait pas de réponse rapide prête. Sa confiance a vacillé. Holloway a fermé son carnet. Il a dit à papa qu'il devait sortir pour qu'il puisse parler en privé. Il a dit que la conversation impliquait des détails d'une enquête en cours et qu'elle ne pouvait pas continuer en présence d'autres personnes. Pendant un moment, papa n'a pas bougé. Puis il s'est levé avec une raideur qui a tendu l'air dans la pièce. Il s'est dirigé vers la porte, chaque pas plus lourd que le précédent, comme s'il sentait le poids de l'examen qu'il avait finalement atteint. Quand la porte s'est refermée derrière eux et que la lumière froide de l'hiver s'est répandue sur le tapis, quelque chose a changé dans la maison de Maple Ridge Drive. L'histoire qu'il se racontait depuis des années ne tenait plus. Et qu'il l'admette à haute voix ou non, tout ce qui allait suivre serait façonné par ce qui a été dit sur cette pelouse. Ce qui a été dit sur cette pelouse ne m'est pas parvenu en temps réel. Je ne me suis pas tenu derrière les rideaux pour regarder la scène se dérouler. Je l'ai reconstitué plus tard à partir de deux sources différentes, du rapport prudent que l'officier Holloway m'a donné,
et de la version plus brute que ma tante Marlène a partagée lorsqu'elle a appelé cette nuit-là, sa voix encore instable à cause de ce qu'elle avait vu. L'après-midi où c'est arrivé, j'étais dans mon appartement à Columbus, assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable de travail ouvert, faisant semblant de me concentrer sur une feuille de route de produit alors que mon esprit dérivait à 150 km de là. La lumière d'hiver à l'extérieur était faible et incolore. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à mon téléphone, m'attendant à moitié à ce qu'il sonne avec un nouveau rebondissement. Quand il est resté silencieux, le silence semblait plus lourd, pas plus léger. À un moment donné, sans que je le sache, une voiture de patrouille et une berline banalisée se sont garées devant la maison de mes parents sur Maple Ridge Drive. Les moteurs se sont coupés et le bruit des pneus sur la neige tassée s'est estompé. Des rideaux ont bougé aux fenêtres voisines. Dans les petites villes comme Cedar Falls, une présence policière inattendue se propage dans une rue plus vite que n'importe quel commérage de vacances. À l'intérieur de la maison, maman et Sabrina étaient assises raidement sur le canapé où Holloway les avait laissées. La télévision était allumée mais en sourdine, les images d'un talk show de jour scintillant sur leur visage. Lorsque la porte d'entrée s'est rouverte et que l'air froid a balayé le couloir, elles se sont levées presque à l'unisson et se sont dirigées vers la fenêtre. Holloway et papa se tenaient sur l'allée. L'officier avait les mains détendues le long de ses flancs. Papa avait les siennes fourrées dans les poches de sa veste, les épaules voûtées, le menton en avant de cette manière provocante que je connaissais trop bien. Les voisins d'en face, les Cole et les Harper, étaient sortis sur leur propre Porsche. Ils faisaient semblant d'ajuster des décorations, de brosser des rampes, mais tout le monde regardait. Holloway a parlé le premier, sa voix calme mais portante. Il a dit à papa que, sur la base des dossiers financiers, des plaintes de 2 ménages distincts et du schéma des virements, l'unité devait le considérer comme un sujet dans une enquête active. Il a utilisé le genre de langage mesuré qui vient avec la formation, mais le sens était assez clair pour que même des oreilles lointaines puissent comprendre. Puis il a prononcé les 4 mots qui allaient résonner dans cette impasse pendant des semaines, vous êtes sous enquête. Il n'y a pas eu de menottes dramatiques à ce moment-là, pas de lecture de droit. Ce n'était pas une arrestation dans une émission de télévision, c'était quelque chose de plus silencieux et, à sa manière, de plus dur. C'était le dépouillement officiel de l'histoire que papa racontait sur le fait d'être la victime. Selon ma tante Marlène, qui avait garé sa voiture sur le bord de la route juste à temps pour le voir, papa est devenu pâle un instant. Puis son visage est devenu rouge vif. Il a pointé du doigt avec colère vers la maison, vers la fenêtre où il savait que maman et Sabrina se tenaient, et il a élevé la voix pour que la moitié du quartier puisse l'entendre. « C'est de ta faute », a-t-il dit à Holloway. Et par ta, il voulait dire moi, même si je n'étais pas là. C'est ma fille qui a fait ça. Elle essaie de détruire cette famille depuis des années. Elle a déformé les choses. Elle m'a fait passer pour un criminel. Entendre cela de seconde main me nouait encore l'estomac. Il ne lui suffisait pas de nier ses propres choix, il avait besoin de me présenter comme la destructrice, la traîtresse, celle qui avait porté un coup de couteau à l'image qu'il voulait préserver. Holloway, d'après ce qu'il m'a dit plus tard, n'a pas bronché. Il a dit que quelle que soit l'histoire qui existait entre moi et ma famille, ce n'était pas son affaire. Ce qui importait, c'étaient les faits, et les faits, tels qu'il les voyait, peignaient un tableau très différent. Il a dit à papa que je ne lui devais, ni à maman, aucune obligation financière en vertu de la loi, que les enfants adultes dans ce pays ne sont pas tenus de subvenir aux besoins de leurs parents. Il a dit que j'avais fourni une documentation complète de soutien volontaire sur de nombreuses années, sans aucun signe que j'ai jamais détourné leur compte ou retenu leurs propres fonds. Il a aussi dit ceci, que ma responsabilité s'arrêtait là où la sienne commençait. Que si je ne devais rien à papa, papa, lui, avait la responsabilité de répondre de l'argent qu'il avait accepté de voisins et d'amis, de l'argent qu'il avait canalisé dans une structure d'investissement non autorisée avec des promesses de rendement triplé en 60 jours, de l'argent qui avait déjà disparu pour au moins 2 familles. Ma tante Marlène a dit qu'elle pouvait voir maman par la fenêtre lorsque ces mots ont remonté l'allée. La main de maman s'est portée à sa bouche. Ses épaules se sont affaissées. Tout ce qu'elle s'était raconté sur le grand plan secret de papa s'est effondré. Sabrina, debout à côté d'elle, a commencé à secouer la tête. Elle n'était pas au courant des commissions, a dit Marlène. Elle savait que papa était excité. Elle savait qu'il parlait de recruter quelques personnes, mais elle ne savait pas que chaque fois que quelqu'un d'autre mettait de l'argent, un petit peu lui revenait, probablement marqué comme prime de parrainage ou prime de performance ou un autre nom amical. Entendre les mots à voix haute, entendre que papa avait déjà été payé alors que d'autres perdaient leurs économies,
a fait plier quelque chose en elle. Elle a poussé la porte d'entrée et est sortie sur le porche, criant que c'était un malentendu, que papa ne ferait jamais de mal à personne. Sa voix s'est brisée à mi-chemin. Holloway s'est tourné vers elle, son expression n'étant pas méchante. Il lui a dit fermement que cette conversation devait rester entre lui et son père, pour le moment. Il a suggéré gentiment qu'elle rentre à l'intérieur. Elle l'a fait, mais pas avant que ses yeux ne se remplissent de larmes. Marlène a dit que c'était la première fois qu'elle voyait Sabrina avoir l'air incertaine à propos de papa. Papa a continué à parler, ses mots se bousculant. Il a dit qu'il avait essayé de construire quelque chose qui donnerait enfin à sa famille une vie confortable. Il a dit qu'il avait fait confiance aux mauvaises personnes, qu'il n'était qu'une autre victime. Il a essayé de détourner le blâme, de brouiller les pistes. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais utilisé que ses propres fonds, que toute apparence de l'implication de mon argent n'était qu'une coïncidence. Holloway a écouté. Puis il a fait référence à des dates et des montants exacts. Il a noté le virement de mon compte à celui de papa un jour, suivi du virement vers le compte d'investissement le lendemain. Il a mentionné les dépôts de commission qui sont revenus sur le compte de papa peu de temps après que de nouveaux participants aient rejoint. Il a dit que, bien que certains détails soient encore à l'étude, le schéma était assez fort pour qu'il ne puisse pas l'ignorer. C'est à ce moment-là que la combativité a un peu quitté la posture de papa. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Sa bouche a continué à bouger, mais les mots ont commencé à perdre leur forme. Il ressemblait moins à un homme en contrôle qu'à quelqu'un qui essayait de s'accrocher à une histoire qui ne correspondait plus aux preuves. Maman est sortie sur le porche alors, les bras enroulés autour d'elle malgré le manteau qu'elle portait. Elle a demandé, d'une voix faible, si cela signifiait que papa pouvait aller en prison. Marlène a dit qu'elle n'avait jamais entendu maman avoir l'air si petite. Holloway n'a promis aucun résultat. Il lui a dit qu'il y aurait d'autres interrogatoires au poste, qu'ils avaient besoin d'une image plus claire du rôle de papa. Il a réitéré que l'enquête était en cours et qu'il déterminait encore s'il était principalement une victime, un participant actif, ou les deux. Les mots flottaient dans l'air froid, victime, participant, les deux. Finalement, Holloway a dit à papa qu'ils allaient l'escorter au poste pour un entretien formel. Il l'a dit sur ce ton soigneusement neutre que les officiers utilisent lorsqu'ils veulent éviter que les choses ne dégénèrent. Papa a regardé autour de lui, observant les yeux des voisins, les rideaux à moitié tirés, la façon dont les Harper et les Cole avaient fait semblant de s'occuper à pelleter des trottoirs propres. Il a marmonné quelque chose sur le fait que c'était humiliant. Puis, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher, il a répété que c'était de ma faute, ma trahison, mon choix de laver leur linge sale en public. Il l'a fait sonner comme si je l'avais moi-même conduit à l'échafaud. Holloway n'a pas répondu à cette partie. Lui et le deuxième officier ont guidé papa vers la voiture banalisée. Ils ne l'ont pas touché brutalement, ne l'ont pas poussé. Ils l'ont simplement accompagné sur le chemin qu'il avait lui-même tracé, pas à pas, au fil des mois et des années. La portière de la voiture s'est refermée avec un son doux et final. Les moteurs ont démarré. Les véhicules se sont lentement éloignés du trottoir. Derrière eux, la maison de Maple Ridge se tenait avec sa porte d'entrée encore légèrement entr'ouverte et sa couronne de Noël de travers, comme si quelqu'un l'avait attrapée sans réfléchir. À l'intérieur, maman s'est assise sur la chaise la plus proche et a fixé ses mains. Sabrina a fait les 100 pas, puis s'est arrêtée, puis a recommencé à faire les 100 pas. Le téléphone a commencé à vibrer avec des messages de parents et de voisins qui n'étaient pas aussi subtils qu'ils le pensaient. Au moment où ma tante Marlène m'a appelé ce soir-là, la nouvelle avait déjà voyagé plus loin que cette seule rue. Elle m'a raconté ce qu'elle avait vu, ses mots se bousculant dans un mélange de colère et de chagrin. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée, qu'elle aurait dû parler plus tôt quand elle a vu à quel point je portais un lourd fardeau. Quand j'ai raccroché, je suis resté assise dans le calme de ma propre cuisine, à des kilomètres de là, mais sentant soudain la fissure dans l'image de notre famille comme si elle s'était produite dans la pièce avec moi. Pendant des années, nous avions été les Mercey, la famille stable au bout de Maple Ridge, avec le joli jardin et les parents travailleurs. Maintenant, cette image avait disparu. Quoi que nous ayons été pour la ville, pour la famille élargie, même pour nous-mêmes, avait changé. L'homme qui entrait autrefois dans cette maison en sentant l'huile de moteur et la fierté après de longues journées de travail était maintenant un nom dans un dossier de crimes économiques. La femme qui se disait que son mari était juste stressé était maintenant aux prises avec la réalité qu'il avait pris de l'argent à des gens qui lui faisaient confiance. Et la fille qui avait versé ses revenus pour les maintenir à flot était soudainement autre chose aussi. Je n'étais plus simplement la pourvoyeuse en arrière-plan.
J'étais devenu le témoin dont la vérité avait aidé à lever le voile. À la fin de cette journée, les Mercier n'étaient pas seulement une famille en difficulté. Nous étions une histoire que les gens racontaient à voix basse autour des tables de cuisine, partout à Cedar Falls. Une histoire d'argent, de fierté et de ce qui se passe quand les mensonges rencontrent enfin la lumière. L'histoire s'est répandue à travers Cedar Falls plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Au lever du soleil le lendemain matin, mon nom de famille était déjà devenu une sorte de mise en garde murmurée. Je ne savais rien de tout cela lorsque je me suis réveillé dans mon appartement à Columbus, mais je sentais une lourdeur inhabituelle dans ma poitrine, comme si quelque chose avait été enlevé, laissant un vide. Plus tard dans l'après-midi, alors que je triais des retours sur un produit sur le comptoir de ma cuisine, une notification de mail de l'unité des crimes économiques est apparue. Mon souffle s'est coupé quand j'ai vu le nom de l'officier Holloway. Je l'ai ouvert immédiatement. Son message était concis, rédigé sur un ton qui semblait presque doux. Il confirmait qu'après avoir examiné tous les dossiers financiers, les déclarations et les entretiens, je n'étais pas considéré comme un sujet dans l'affaire. J'étais officiellement classé comme une partie non impliquée et, plus spécifiquement, comme une personne ayant été financièrement manipulée par un membre de sa famille. Mes yeux se sont embués à la dernière partie. C'était une chose de savoir au fond de moi que j'avais été utilisé. C'en était une autre de le voir écrit noir sur blanc par un enquêteur qui n'avait aucune raison d'adoucir la vérité. J'ai lu l'email 2 fois avant de fermer mon ordinateur portable, de presser mes paumes contre la surface froide et de laisser échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 8 ans. Mais le soulagement est un sentiment étrange. Il n'arrive pas nettement. Il vient mêlé de chagrin, de colère, de culpabilité et d'une sorte d'engourdissement auquel on ne s'attend pas. Je savais que j'avais besoin d'aide pour donner un sens à tout cela. Alors, cette semaine-là, j'ai pris mon premier rendez-vous chez un thérapeute. J'ai trouvé une conseillère nommée Lynn qui avait le genre de voix chaude et stable qui facilitait la sortie des mots de endroits que j'avais gardés verrouillés. Elle a écouté pendant que j'expliquais les années de soutien, l'épuisement, la pression, la culpabilité. Elle a hoché la tête lorsque j'ai décrit comment l'amour s'était lentement transformé en obligation, jusqu'à ce que je ne puisse plus faire la différence. Lors de notre 3e séance, elle a dit quelque chose qui m'est resté. Elle m'a dit que les schémas de survie ressemblent souvent à de la générosité, que lorsque les enfants endossent le rôle émotionnel que leurs parents abandonnent, ils commencent à croire que l'amour doit être gagné par le sacrifice. Je suis resté longtemps avec cette pensée, fixant le mouchoir dans ma main, réalisant que pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, je n'avais pas donné librement. J'avais payé pour une place à une table qui n'avait jamais eu de place pour moi. Cette prise de conscience a facilité la mise en place de limites, bien que plus facile ne signifie pas sans douleur. Sabrina m'a appelé 4 fois en une soirée. Le premier message vocal était frénétique, sa voix tremblante. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal, que tout avait dérapé, que papa était juste dépassé. Elle a dit qu'ils me manquaient tous et qu'ils avaient besoin de mon retour. Le deuxième message vocal était plus sec, comme si elle s'était convaincue en quelques minutes qu'elle était la blessée. Elle m'a accusé d'abandonner la famille alors qu'ils avaient besoin de stabilité. Le troisième était de nouveau larmoyant. Le quatrième était presque silencieux. Je n'en ai gardé aucun. Maman a envoyé des messages, courts au début, puis plus longs. Elle a dit qu'elle était désolée que j'ai été entraîné dans l'enquête. Elle a dit qu'elle ne savait pas à quel point les choses s'étaient aggravées. Elle a dit qu'elle avait besoin de retrouver sa fille. Pendant un moment, j'ai failli répondre, le vieil instinct de réparer les choses me tirant par la main. Mais ensuite, je me suis souvenu des mots de Lynn, je me suis souvenu des 8 années passées à m'épuiser pour maintenir à flot un navire en perdition. Et j'ai posé mon téléphone face contre la table. Une certaine culpabilité subsistait. Je la sentais me serrer la poitrine de temps en temps, comme un réflexe que je n'avais pas encore désappris. Mais pour la première fois, je l'ai vue clairement pour ce qu'elle était, une chaîne. Et si une chaîne peut être reconnue, elle peut être coupée. À peu près au moment où j'ai commencé la thérapie, je me suis forcé à réintégrer le monde en dehors du travail. Un vendredi soir, j'ai assisté à une soirée de réseautage de la FinTech à Chicago, quelque chose que je sautais normalement parce que cela ressemblait plus à une corvée qu'à une pause. Cette fois, je me suis dit que j'en avais besoin, non pas pour ma carrière, mais pour mon humanité. La salle bourdonnait de conversations et de verres qui s'entrechoquaient. Les gens de la technologie ont tendance à parler vite, comme si les idées pouvaient s'évaporer si elles n'étaient pas partagées assez rapidement. J'ai dérivé entre de petits groupes,
écoutant à moitié des discussions sur les structures de paiement émergentes et les mises à jour réglementaires, jusqu'à ce que quelqu'un s'approche de moi avec un sourire discret. Il s'est présenté comme étant Michael Tate. Il a dit qu'il m'avait entendu parler à une conférence l'année dernière et qu'il espérait avoir une chance de me rencontrer. Sa voix était calme, stable, non précipitée. Sa présence donnait l'impression de sortir d'un couloir bondé pour entrer dans un espace ouvert. Nous avons parlé de travail, mais aussi de stress, d'épuisement professionnel, de longues heures, et de l'étrangeté de se sentir réussir sur le papier tout en étant épuisé jusqu'à la moelle. Il n'y avait aucune pression dans la conversation, aucun calcul, aucune attente, juste une sorte de gentillesse dont je n'avais pas réalisé que j'étais affamé. À un moment donné, il a dit qu'il admirait ma détermination, mais qu'il espérait que je prenais aussi du temps pour moi. Les mots étaient simples, mais quelque chose en moi s'est détendu en les entendant. Cela faisait si longtemps que personne ne se souciait de mon bien-être plutôt que de ma disponibilité. À la fin de l'événement, il a demandé s'il pouvait me raccompagner. Nous sommes sortis dans la nuit froide de Chicago, nos souffles visibles dans l'air, et il a tenu la porte sans que cela semble être une déclaration. Pendant un instant, je me suis demandé si c'était ça, ne pas porter le poids des besoins de tout le monde, juste exister dans un moment qui m'appartenait. En rentrant chez moi cette nuit-là, j'ai senti un changement silencieux à l'intérieur. Rien de dramatique, rien de cinématographique, juste une prise de conscience lente et régulière que je n'avais pas à rester une extension de la crise de quelqu'un d'autre. Je pouvais être une personne avec ses propres besoins, sa propre vie, ses propres limites. Et une fois que je l'ai su, j'ai aussi su autre chose. Je ne retournerai jamais être le distributeur de billets silencieux de la famille Mercé. J'avais quitté ce rôle le jour où j'ai bloqué leur numéro, mais maintenant, j'entrais dans quelque chose d'encore plus important, une vie qui était enfin la mienne. La neige tombait devant la fenêtre de mon appartement le matin où le calendrier est passé à la 2e semaine de janvier. Des flocons doux et réguliers dérivaient devant la vitre, fondant le long du rebord avant de pouvoir s'accumuler. Columbus semblait feutré et paisible sous cette lumière. Cela m'a frappé de voir combien de temps il s'était écoulé depuis qu'un hiver avait semblé ne serait-ce que proche d'être paisible. Les 8 dernières années de fête avaient porté une sorte de poids qui s'installait sur mes épaules bien avant que la saison n'arrive. Cette fois, le poids avait disparu, remplacé par quelque chose de calme et de tranquille, comme la pause après une profonde inspiration. J'étais assise à ma table de salle à manger avec une tasse de thé lorsque la notification de mon email a retenti. Pendant un instant, ma poitrine s'est serrée. Même après la dernière mise à jour de Holloway me innocentant, une partie de moi se crispait encore chaque fois que son nom apparaissait. J'ai quand même ouvert le message. Son ton était aussi stable que toujours. Il expliquait que l'enquête s'étendait maintenant à l'aspect recrutement de l'arnaque, que des plaintes supplémentaires avaient été déposées, et que papa pourrait être tenu responsable pour avoir sollicité des participants, même s'il avait initialement cru que l'investissement était légitime. La formulation était prudente, mais le sens était clair. Les choses ne se réglaient pas tranquillement pour lui. J'ai lu l'email 2 fois, laissant la réalité s'installer. Il n'y avait aucun soulagement à savoir que mon père pourrait faire face à des conséquences. Pas dans le sens que les gens attendent souvent. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était de la clarté. Pendant des années, j'avais été empêtré dans l'illusion que si je faisais plus, donnais plus, aimais plus, il me choisirait. Cette illusion s'était brisée au moment où il m'a transformé en suspecte pour se protéger. Et maintenant, en regardant la vérité se dévoiler par les voies officielles, j'ai senti quelque chose se soulever en moi. Pas de la joie, pas du triomphe, juste l'absence de fardeau. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement et j'ai posé mes mains sur la table. L'appartement était chaud, calme, habité. Mon chez-moi. Pas une station-service entre les crises, pas un coffre-fort pour les urgences de ma famille, juste un espace qui ne contenait que ce que je choisissais d'y laisser entrer. Mon téléphone a vibré. Pendant une fraction de seconde, je me suis demandé si ce serait un autre numéro inconnu que je devais éviter. Mais quand j'ai baissé les yeux, le nom de Michael a illuminé l'écran. J'ai répondu avec un sourire que je n'ai pas eu à forcer. Sa voix était chaude, avec ce calme facile qu'il portait si naturellement. Il a dit qu'il passait par Columbus plus tard dans la soirée et se demandait si je voudrais dîner, quelque part au calme, quelque part sans bavardage d'affaires ni bruit de fête. Il y a quelques mois, j'aurais hésité, pensant aux horaires, aux responsabilités, aux obligations qui attendaient aux confins de ma vie. Cette fois, la réponse est venue facilement. J'ai dit, oui, j'aimerais beaucoup ça.
Il a ri doucement et m'a dit qu'il connaissait un endroit près de la rivière avec un bon éclairage et des chaises terribles, mais une excellente cuisine. Puis il a dit qu'il était content d'entendre ma voix sonner plus légère. Quand l'appel s'est terminé, j'ai gardé le téléphone en main un moment, comme si la chaleur de sa voix persistait dans l'appareil. J'ai posé le téléphone et j'ai remarqué l'icône de la liste de blocage qui brillait faiblement dans le coin de l'écran. J'ai appuyé dessus par réflexe. Les noms étaient toujours là, maman, papa, Sabrina. Une rangée de numéros qui sonnaient autrefois si urgemment que j'aurais laissé tomber tout ce que je faisais pour répondre. Les regarder maintenant me donnait l'impression de regarder un chapitre d'un livre que j'avais enfin refermé. Sans colère, sans nostalgie, juste avec compréhension. J'ai pensé à en débloquer un. L'idée m'a traversé l'esprit rapidement, comme le font les vieilles habitudes. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce matin de Noël. Je me suis souvenu de la voix de papa me disant que payer les factures ne m'achetait pas une place dans la famille. Je me suis souvenu de maman chuchotant que je devais arrêter d'envier ma sœur. Je me suis souvenu de l'air froid sur mon visage alors que je sortais par la porte, ma fierté ne tenant qu'à un fil. Et je me suis souvenu du moment, à peine quelques minutes plus tard, où mes mains ont cessé de trembler assez longtemps pour que j'appuie sur bloquer. À l'époque, cela semblait être un réflexe de survie. Maintenant, cela semblait être un choix, une limite, un commencement. J'ai posé le téléphone et je suis allé à la fenêtre. La neige tombait toujours, plus épaisse maintenant, dérivant en lente spirale. Le monde extérieur semblait doux, intact, comme si quelqu'un avait posé une couverture sur toute la ville. J'ai inspiré profondément, laissant le calme s'installer en moi. Pour la première fois depuis longtemps, ma vie me semblait être la mienne. Mon travail, mon temps, mon cœur, mon avenir non lié à la crise, à la déception ou aux besoins de quelqu'un d'autre. J'ai pensé aux années que j'ai passées à croire que l'amour signifiait sauver tout le monde sauf moi-même. J'ai pensé à l'épuisement qui venait de donner sans recevoir une seule once de grâce en retour. Et j'ai pensé au moment où je me suis finalement éloigné de la table où j'avais passé si longtemps à essayer de prouver que je méritais une place. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me choisir. Je suis retourné à la table de la salle à manger, j'ai attrapé mon manteau et je me suis préparé à rencontrer quelqu'un qui me voyait comme une personne plutôt que comme une ressource. Quelqu'un qui demandait comment j'allais avant de demander ce que je pouvais faire. C'était étrange mais agréable, comme le premier jour chaud après un long hiver. Avant de partir, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon téléphone. Les numéros bloqués scintillaient faiblement dans le reflet de l'écran. J'ai souri. Simple et certain. J'avais bloqué les numéros de mes parents à Noël, et depuis ce jour, je n'avais jamais regardé en arrière. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci, le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la plus bruyante des revanches.